et en pouvant, sans devenir capitaliste. Et on peut être engagé et être payé et être dans l'interculturel, respecter les coutumes, être intègre, etc. C'est tout à fait possible. Laurent, une réponse de Laurent déjà. Oui. Pour information juste, quelle est la part aujourd'hui, est-ce que ça existe, de ce que j'appellerais plutôt l'humanitaire plutôt bénévole ou plutôt professionnel? Quelle est la part des deux aujourd'hui? Alors en Haïti, actuellement, vous pouvez regarder ce qui se passe en Haïti. Par exemple, en Haïti, qui s'occupe du choléra? C'est que des organisations professionnelles. C'est que dans les camps, c'est que des organisations professionnelles. Donc ce sont des gens après qui viennent nous voir à Résonance. Donc ce sont des gens qui sont, ou bien il y a deux statuts en France, c'est des gens ou bien qui sont volontaires de la solidarité internationale, qui est un statut qui est maintenant encadré par une loi, qui est plus protégée, qui est une loi qui date de 2005, vous pourrez regarder, ou sont des salariés. Et la tendance actuelle, et vous l'avez dit, c'est effectivement, il y a de plus en plus de salariés. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un besoin de professionnels sur le terrain et qu'on doit toucher des populations de plus en plus nombreuses. Et il y a des exigences de la part des bailleurs de fonds, de reporting, etc. La communication s'accélère, ça va de plus en plus vite. Donc il faut du fric, quoi. La question aussi, probablement, c'est à quel endroit mettons le périmètre du mot humanitaire. Est-ce qu'on restreint le mot humanitaire aux ONG, aux grandes ONG professionnelles, ou est-ce qu'on élargit le terme humanitaire jusqu'à des ONG moyennes, voire petites, qui sont sur des secteurs de développement, qui sont sur d'autres secteurs que l'urgence ou la post-crise? Laurent, peut-être. Il y avait à la fois une réaction sur ce débat qu'on vient d'avoir, et puis une réponse à une question aussi. Bon, déjà, pour le CICR, 100% de son personnel est payé. Donc, certes, nous avons... il faut être volontaire pour y venir, mais nous sommes tous payés. Ceci étant, nous pouvons être en association avec des bénévoles de nombreuses sociétés nationales avec lesquelles nous travaillons sur le terrain. Mais dans l'écrasante majorité des cas, là aussi, on va, en tout cas, défrayer, ce ne sera pas forcément un salaire, mais défrayer ces bénévoles pour leur participation dans nos opérations. Je m'excuse si je n'ai pas été clair sur la question de la neutralité, je devais probablement j'ai été un peu lapidaire peut-être. Ce que je disais, c'était qu'il y a une vingtaine d'années, l'écrasante majorité du personnel CICR expatrié avait un passeport suisse, et que ce passeport suisse était associé, dans la perception de l'époque, à la neutralité helvétique. Évidemment que le CICR est toujours neutre, mais qu'il a abandonné cette idée un peu restrictive de n'avoir que des personnels à passeport helvétique pour travailler dans ces opérations au niveau mondial. Voilà. Marc-Antoine, une réflexion, et ensuite on verra justement deux vidéos de délégués du CICR où il est question justement de ce statut suisse. Je voudrais d'abord répondre à la question de monsieur et ensuite rebondir sur ce que vient de dire Eric. Alors, ce que vous soulignez, c'est qu'on a beaucoup de mal en fait à savoir quelle est la part du bénévolat, qui est différent quand même du volontariat, et puis du salariat dans l'organisation humanitaire. Alors là, ça rebondit sur une autre question qui est celle de la transparence. Il y a eu un gros débat, même sur le mode du scandale, dans les années 2003-2004 en France, sur combien est-ce que sont payés les directeurs d'ONG. Alors là, j'observe quand même des différences très fortes entre le monde anglo-saxon, où on parle peut-être plus facilement de l'argent. Par exemple, aux États-Unis, vous avez en ligne, sur Internet, c'est obligé pour toutes les organisations non gouvernementales qui bénéficient de facilités fiscales, il y a une formulaire qui s'appelle Form 990, qui sont en ligne, tout le monde peut y accéder, vous avez les salaires de tout le monde dans l'ONG. En France, bon, alors je sais par exemple dans le monde anglo-saxon, je me souviens, sur le rapport d'activité de Save the Children, le président de Save the Children en Grande-Bretagne, il gagne 1 million de livres sterling par an. Donc là, on est sur un modèle... Bon, attention, pas généraliser. La question, c'est, voilà, derrière Save the Children, oui, c'est beaucoup, mais c'est quelqu'un qui collecte des fonds, etc. Attention, je vous me demandais une question, mais ça ne veut pas dire derrière Save the Children, il y a un président, et il y a aussi derrière des milliers et des milliers de gens qui sont des volontaires, voire même des bénévoles. Donc très difficile de faire la part. Ce que je veux simplement souligner, c'est qu'on ne peut pas répondre à votre question parce qu'il y a un problème de transparence. Si vous voulez, que dans certains cas, les ONG sont obligées de publier leur grille salariale et dans d'autres, non. Donc on ne peut pas vraiment répondre. Alors, après, je voulais revenir aussi, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Eric, en aucun cas, je veux dire, la vision franciscaine, il faut être pauvre pour aider les pauvres, il faut y aller en sandales, je crois que ça ne fonctionne pas comme ça, et que, effectivement, le fait d'être salarié, ou disons mieux payé, ne préjuge en rien de la qualité de l'engagement.
En revanche, c'est sur la question de la compétence. Est-ce qu'il faut nécessairement être bien payé? Parce que je comprends le raisonnement des ONG qui disent, voilà, on a un problème de déperdition sur les engagements, sur les premières missions. On en a 70% qui ne renouvellent pas leur contrat avec l'ONG, qui ensuite vont se retrouver logisticiens, je ne sais pas, dans une entreprise de transport. Donc on a envie de se garder ces gens-là, qui finissent par avoir une famille, des enfants, ça coûte, et qu'on veuille plus les payer. J'entends parfaitement ce type de discours. Alors là, je voudrais évoquer une autre question qui est celle des employés locaux, dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, alors qu'en fait, c'est eux qui constituent l'essentiel des effectifs des organisations humanitaires aujourd'hui. Même dans une organisation humanitaire du Nord, on a un rapport à peu près, en moyenne, de 1 à 10 entre l'expatrié et les employés locaux. Bon. Est-ce que, pour les retenir, pour qu'ils soient plus qualifiés, il vaut mieux les payer? Et c'est vrai que souvent, moi, ce que j'entends, ce qui revient du terrain, c'est un sentiment même de dégoût, je dirais. Il y a un rejet assez fort de certaines organisations humanitaires dans les pays du Sud sur lesquels je travaille, en disant c'est inadmissible, regardez, ils exploitent leurs employés locaux, qui sont beaucoup moins bien payés que les employés, que les expatriés. Ça, c'est un discours que j'entends de façon récurrente en Afrique, notamment. La question, c'est est-ce qu'il faut vraiment mieux payer, ou disons, voire même payer en adéquation avec les primes d'expatriation des collaborateurs des ONG qui, eux, viennent du Nord? Ça peut poser des problèmes localement, ça peut être contre-productif. Pourquoi? Parce que déjà, on le voit, dans des pays qui sont très sévèrement en crise, il y a parfois des cas où même les organisations humanitaires sont les dernières institutions à payer des salaires. Alors, ils ne vont pas dire que c'est des salaires, le HCR parlera d'incentive ou quoi, mais du coup, vous imaginez un petit peu l'appel que ça peut représenter sur le marché local de l'emploi, où le dernier employeur qui paye régulièrement, c'est plus la fonction publique, c'est des organisations humanitaires. Donc, si on paye encore plus les employés locaux, on va vider l'État de sa substance, parce que les meilleurs, les plus compétents qui sont dans la fonction publique, à ce moment-là, ils iront travailler dans les ONG humanitaires. Et donc là, on assiste à une forme de, entre guillemets, privatisation de l'État qui est vidé de sa substance, parce que les gens sont mieux payés dans les organisations humanitaires locales. Et ça présente un risque. L'autre risque, c'est que du coup, ces gens qui sont mieux payés, ça se sait, et deviennent aussi des cibles. Donc on parlait tout à l'heure de la sécurité, j'aimerais qu'on ait aussi un débat là-dessus, puisqu'on le sait, là, les études qui ont été menées là-dessus, les personnes les plus à risque, c'est d'abord les employés locaux. Maintenant, il ne faut pas trop s'étonner qu'il y ait de plus en plus de collaborateurs d'humanitaires qui sont tués dans l'exercice de leurs fonctions. C'est d'abord qu'il y a de plus en plus d'humanitaires sur le terrain. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas forcément que les belligérants, les combattants, sont moins respectueux du droit international humanitaire. Je crois qu'il y a aussi une réflexion à mener dans ce domaine. Pour moi, les réponses ne sont pas très claires. Voilà, je te passe le relais pour arrêter d'accaparer le micro. Non, pas du tout, mais Marc-Antoine, vous avez bien introduit le débat qui va suivre les deux vidéos que nous allons maintenant regarder ensemble. Jean-Michel Monod, qui est donc délégué du CICR basé à Tunis pour le Maghreb, qui va nous raconter justement des histoires de temps anciens. Et puis Christophe Benet, qui lui est délégué CICR en Colombie et qui va nous parler, lui, des premières missions. Il y a 34 ans, il y avait principalement 3 catégories de collaborateurs sur le terrain. Il y avait les Suisses, il y avait les non-Suisses expatriés et les employés de délégation. 3 catégories bien distinctes. Tellement distincts que, par exemple, lorsque nous avions des états-majors de délégation et que l'on parlait de protection ou de détention, les non-Suisses sortaient de la salle. C'était donc une vision totalement exacerbée de la neutralité du CICR, passée au filtre de la neutralité helvétique. Alors la première révolution que nous avons eue, ça a été 93, l'internationalisation du staff, de l'administration, où nous avons commencé à avoir des délégués à part entière non suisses. Ça a été une petite révolution, pas seulement chez nous, mais je dirais aussi pour les gouvernements avec lesquels nous travaillons. Beaucoup de ces gouvernements avec lesquels nous travaillons dans les lieux de détention, par exemple, insistaient encore pour que les délégués soient des citoyens suisses. La définition que eux gardaient du délégué, c'était le délégué CICR est un citoyen suisse. Donc il a fallu aussi faire de l'éducation en amont avec nos interlocuteurs gouvernementaux. Et je dirais que la deuxième révolution, qui n'en est pas encore une, parce que là nous sommes dans un processus, c'est de finalement constituer de véritables équipes sur le terrain où l'on ne fera plus de différence au niveau de la gestion, au niveau du traitement, au niveau des responsabilités,
entre les collaborateurs qui ont des contrats d'expatriés, donc signés à Genève, et les collaborateurs recrutés localement, qui sont les anciens employés locaux, collaborateurs de délégation.